Et dans ce journal de l'Afrique, on va parler de la République démocratique du Congo. Après la prise de Bunagana, les dernières poches de résistance du M23 sont pilonnées par l'armée congolaise. Alors que les pourparlers ont repris à Kampala, vous entendrez le chef des rebelles interrogé par Nicolas Germain. L'ouverture du procès d'Ourou Kenyatta reportée au mois de février. C'est une victoire pour Nairobi. Le président kényan doit comparaître pour crime contre l'humanité. Son procès devait débuter dès le mois de novembre. Nous parlerons de ce bras de fer entre le Kenya et la CPI avec notre invité Amadou Tidiane Kaba, un avocat guinéen. Et puis le Ghana qui s'arme pour lutter contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Reportage de notre correspondante Katharina Vitozzi qui était à bord d'une frégate. Et on commence donc ce journal avec la situation en République démocratique du Congo. Les combats se sont poursuivis encore ce jeudi dans la zone forestière aux confins entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda. L'armée congolaise a pilonné les dernières poches de résistance des rebelles du M23 dans le Nord Kivu, à proximité notamment de Bunagana. C'est le dernier grand bastion des rebelles repris par les soldats congolais. Nicolas Germain. De nombreux habitants de Bunagana acclament l'armée congolaise. Elle vient de chasser les rebelles du M23 de leur fief. Les soldats congolais ont parfois été accusés d'exaction, mais ici, c'est le M23 qui est pointé du doigt. Les femmes se faisaient violer à tout bout de champ. Tout le monde était harcelé et ne pouvait pas travailler. Ils nous prenaient le peu d'argent qu'on avait. On payait des taxes inexpliquées à la douane même si on n'était pas commerçant. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu qui a ramené l'autorité de l'État, qui nous a libérés de ces gens. Les soldats congolais jubilent, le M23 bat en retraite. Mais le président Joseph Kabila, dans une adresse à la nation, a déclaré que l'option diplomatique était toujours sur la table. Il demande néanmoins au M23 de déposer les armes. Je réitère mon appel aux éléments du groupe armé qui vient d'être déguerpi des territoires de Nyiragongo et de Rutshuru à se démobiliser volontairement. Le paradoxe, c'est que jeudi, les combats se poursuivaient, alors même qu'à Kampala, les pourparlers, eux, continuaient entre les rebelles et les représentants du gouvernement congolais. Alors que les combats se poursuivent sur le terrain en RDC, le gouvernement et l'M23 ont donc repris leur pourparlers à Kampala, où se trouve le leader de la rébellion, Bertrand Bisimwa. Nicolas Germain s'est entretenu avec lui et au téléphone. Il faut résoudre les causes du conflit dans l'est du pays, sinon d'autres rébellions verront le jour. C'est en substance ce qu'a expliqué le chef rebelle. Écoutez. Nous disons qu'il est plus important que le gouvernement nous désarme politiquement que de nous désarmer militairement. Et si nous ne désarmons pas politiquement, cela risque de donner l'occasion à ceux qui viendront après nous, après notre mort, de recommencer la même chose et de continuer à déstabiliser la partie est du pays, qui, vous savez, est déjà soumise à une déstabilisation depuis longtemps. Et la population est fatiguée de la guerre. C'est pourquoi nous disons que pour le moment, ce qui doit être fait, ce qui doit être privilégié, c'est les négociations politiques de Kampala. Amadou Sanogo, convoqué par la justice malienne, le capitaine promu général récemment et auteur du coup d'État de mars 2012 qui avait plongé le Mali dans la crise, va être interrogé sur des violences imputées à ces hommes. Dans les mois qui ont suivi le putsch, la caserne de Kati, ex-fief de Sanogo, a été le lieu de nombreuses exactions attribuées à ces hommes. On en reparlera dans notre prochaine édition du Journal de l'Afrique, ce sera dans 1 heure. Et on passe à ce nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose Nairobi à la CPI. Le début du procès du président kényan qui devait débuter le 12 novembre prochain est reporté de 4 mois au 5 février 2014. La défense d'Ourou Kenyatta souhaitait ce report évoquant les tâches essentielles du président kényan, notamment après l'attaque des Shebab islamistes contre le centre commercial Westgate. Une demande soutenue par l'Union africaine qui, lors d'un récent sommet, avait plaidé pour que la CPI ne poursuive plus les dirigeants en exercice. L'Union africaine qui avait également dénoncé un anti-africanisme de la Cour pénale internationale. On va parler de ces tensions entre les dirigeants africains et la CPI avec notre invité, Maître Amadou Tidiane Kaba. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes avocat guinéen et vous avez fondé la semaine dernière le comité pour la promotion de la justice internationale avec une trentaine d'autres avocats, notamment des avocats africains. Alors vous dénoncez l'attitude de certains chefs d'État africains
Européens qui mettent à mal, selon vous, cette justice internationale. Et ce que vous voulez, c'est rendre plus efficace et plus équitable cette justice internationale. Que faut-il faire, selon vous, pour améliorer le travail, notamment de la CPI, par exemple? Vous avez tout dit, c'est très bien. Nous voulons que la justice soit juste et équitable parce que ce sont des principes fondamentaux. Et ceci dans le souci absolu de lutter contre l'impunité. Parce que l'impunité dévaste le continent mondial. Et c'est pour ça d'ailleurs que la justice pénale internationale a été mise en route après la Deuxième Guerre mondiale pour déboucher sur la Cour pénale internationale qui est l'espoir de l'univers à l'effet d'arrêter la spirale de meurtres gratuits. Vous parlez d'une justice plus équitable, parce que selon vous, la CPI, par exemple, n'est pas assez équitable dans les procès qui sont en cours? Oui, mais les critiques portées contre la CPI sont des critiques qui laissent dégager comme quoi il y aurait une justice à deux vitesses. Et c'est vrai que par moment, le procureur qui est parti au Campo, bon, je ne dirais pas qu'il a commis des erreurs, mais il y a eu des choses qui n'ont pas été faites. C'est-à-dire que des gens ont été traduits devant la cour dans des situations données et d'autres qui correspondaient à ces mêmes situations n'ont pas pu être poursuivis. Quel exemple vous pourriez donner? Et par exemple, vous avez la situation de Omar el-Béchir et vous avez le cas de la Libye, Tripoli. Et tout le monde sait aujourd'hui que le fait d'avoir laissé la possibilité à la Libye de poursuivre et de juger Saïf el-Islam et le dirigeant important de l'ancien régime laisse à désirer dans la mesure où l'état actuel de la Libye, le démembrement à la fois institutionnel, à la fois judiciaire, ne donne pas d'augure pour pouvoir offrir à ceux qui vont être traduits devant la justice, d'avoir une justice juste et équitable. Et pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, par exemple, là, la Côte d'Ivoire affirme que maintenant, elle a les moyens de juger équitablement sur son territoire et donc elle ne livrera pas, par exemple, l'ex-première dame Simone Gbagbo. Est-ce que vous comprenez ce désir-là de la Côte d'Ivoire? Oui, là encore, il y a une contradiction ou alors un paradoxe dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. De la même manière que Gbagbo, le président Gbagbo a été traduit devant la Cour pénale internationale dans les conditions que tout le monde a vu, qui n'étaient pas tout à fait dans les conditions régulières selon les règles de procédure. Et il est important de préciser qu'à ce moment-là, la Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié le statut de Rome et la Côte d'Ivoire a reconnu les compétences de la Cour pénale internationale pour y traduire Gbagbo. Et je ne pense pas que la condition de Gbagbo soit différente de son épouse pour ne pas qu'elle soit traduite devant la Cour pénale internationale. Mais cela laisse dénoter quelque chose qu'il faut observer. Il y a de plus en plus une interférence entre le politique et le droit. C'est ça que vous dénoncez, vous, cette interférence entre les deux. Effectivement, et au jour d'aujourd'hui, sur le plan juridique, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire dispose de tout ce qu'il y a comme logistique judiciaire pour pouvoir juger Madame Simone Gbagbo et que ça ne soit pas la même situation pour le président Gbagbo. J'ose estimer, au-delà de ma procédure de praticien de droit, que la politique a beaucoup plus prévalu pour envoyer le président Gbagbo devant la Cour pénale internationale parce que Gbagbo en prison en Côte d'Ivoire poserait plus de problèmes que Gbagbo logé à la Cour pénale internationale pour la stabilité du régime en place. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Amadou Tidiane Kaba. On va passer à la situation dans le golfe de Guinée où les prises d'otages, détournements de navires, siphonnage d'essence, où tous ces actes de piraterie explosent. La marine ghanéenne, qui n'est pas armée pour faire face à ce fléau, a reçu l'appui d'une brigade sud-africaine spécialisée dans l'abordage de navires. Notre reporter Caterina Vitozzi a assisté à un entraînement. À bord, des officiers de l'escadron d'intervention de la marine sud-africaine. Ces images proviennent d'une petite caméra placée sur l'un des casques des officiers. Dans cet exercice, ils doivent sécuriser une frégate détournée. Avec eux ici en bleu, 4 marins ghanéens. Première leçon, monter à bord. Une fois à bord, il faut occuper l'espace.
La brigade est spécialisée dans l'abordage de navires hostiles. La marine ghanéenne n'a pas d'équivalent. Pas à pas, ils sont coachés. L'équipe se dirige vers la salle de contrôle. Les soi-disant pirates sont enfin neutralisés. Un exercice déjà exécuté avec les marines namibiennes, nigérianes et angolaises. La priorité pour ces hommes, faire les bons choix. Cette année, il y a eu plus d'attaques de pirates au large de l'Afrique occidentale que n'importe où dans le continent. La menace de la piraterie est devenue la peste des mers. Pour nous, les pays africains, nos ressources sont faibles, nos budgets sont serrés, alors il y a une cohésion entre les pays et nous travaillons ensemble. Les pirates des temps modernes opèrent dans le golfe de Guinée. Au lieu de machettes, ils utilisent des lance-grenades et des fusils. Une puissance de feu qui leur a permis de voler des dizaines de millions de dollars et de capturer plus de 130 personnes. Selon les chefs de la marine, une coopération interrégion est donc indispensable pour rendre les eaux plus sûres. Et c'est la fin de ce journal, Raphaël. Merci Pauline, c'est ainsi que s'achève donc ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, Paris Direct continue dans un instant avec Julien Fanchuli juste après la météo. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. 35 nationalités, une seule rédaction, 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, un ton original, un autre point de vue sur le monde. Soutenez Handicap International. Faites un don sur handicap-international.fr.